Parker appartient à une famille de personnages qui ont l'air simples jusqu'au moment où l'on essaie de les adapter. Sur le papier, c'est un voleur professionnel. Dans l'imaginaire du roman noir, c'est beaucoup plus précis. Donald E. Westlake a publié les aventures de Parker sous le nom de Richard Stark, comme s'il changeait de costume pour écrire une autre forme de criminalité. Sous son propre nom, Westlake pouvait être plus satirique ou plus léger. Sous le nom de Stark, il avançait avec une prose réputée sèche, concentrée sur l'organisation, les rapports de force et la conséquence immédiate d'une erreur. Parker n'explique pas sa vie. Il agit. Il regarde une porte, une voiture, une équipe ou un piège, puis il calcule ce qui lui permettra de rester debout. Cette façon de construire un personnage a fasciné le cinéma, sans jamais se laisser enfermer facilement. Le public a déjà rencontré des cousins très proches de Parker sous d'autres identités. Dans Point Blank, en 1967, Lee Marvin joue Walker, une variation du personnage dans un film devenu célèbre pour sa froideur et son étrangeté. Payback, avec Mel Gibson en 1999, prend également cette matière et renomme son héros Porter. En 2013, Jason Statham interprète directement Parker dans le film qui porte son nom. Chaque version retient une qualité différente. Le bloc de glace, le survivant, l'homme d'action, le voleur capable de respecter une règle presque militaire. Play Dirty arrive après toutes ces incarnations. Il ne pouvait pas faire comme si elles n'existaient pas. Le choix de Shane Black est donc naturellement intrigant. Le réalisateur américain a bâti une partie de sa réputation sur des histoires où le danger et la plaisanterie s'installent dans la même pièce. Il a écrit le scénario de L'Arme fatale avant de réaliser Kiss Kiss Bang Bang, puis The Nice Guys et Iron Man 3. Même lorsqu'il travaille sur une enquête ou un affrontement criminel, il aime l'accident, la réplique décalée et les personnages qui se retrouvent dépassés par une affaire trop grande pour eux. Parker, à première vue, paraît presque opposé à cette sensibilité. Il n'est pas bavard pour le plaisir, il ne commente pas son désastre, il avance. Toute la curiosité de Play Dirty vient de cette rencontre. Que se passe-t-il quand le héros de Richard Stark entre dans une machine narrative plus joueuse? La réponse du film est de ne pas traiter Parker comme un détective comique. Mark Wahlberg ne le joue pas comme un homme qui cherche à séduire la salle. Son Parker est plus fermé que cela. Il donne les ordres, encaisse les coups, écoute les informations utiles et garde la colère en réserve. L'humour circule plutôt autour de lui, à travers le fonctionnement de l'équipe, l'absurdité d'une opération ou le mauvais moment choisi par quelqu'un pour improviser. C'est une stratégie assez intelligente. Elle conserve à Parker son rôle de centre de gravité tout en permettant à Shane Black de respirer. Quand les autres se dispersent, Parker ramène l'action à son objectif. Quand le plan devient un spectacle, il rappelle qu'un spectacle peut finir très mal. Le scénario est crédité à Shane Black, Charles Mondry et Anthony Bagarozzi. Cette association donne une indication utile. Play Dirty ne transpose pas page après page un seul roman. C'est une histoire nouvelle, inspirée de l'univers de Parker et nourrie de plusieurs éléments de cette tradition. Ce choix libère les auteurs d'un problème classique. Une adaptation littérale aurait été comparée scène par scène à un livre précis. Une invention totale aurait risqué de sembler étrangère à Richard Stark. Le film emprunte donc une troisième voie. Il garde le nom de Parker, son métier, son exigence et son rapport brutal à la trahison. Puis il élargit le terrain vers un récit de trésors, de mafia et de pouvoir politique. Le projet s'est développé chez Amazon MGM Studios avec Tim Downey et Shane Black. Robert Downey Jr. devait initialement tenir le rôle principal avant que Mark Wahlberg ne le reprenne. Il est resté lié au projet, côté production, avec Susan Downey. Cette information est intéressante, non parce qu'il faudrait imaginer un film fantôme avec un autre acteur, mais parce qu'elle permet de voir ce que le remplacement change. Avec Robert Downey Jr., le public aurait sans doute anticipé un Parker plus verbal, plus nerveux, peut-être plus proche de l'ironie de Shane Black. Wahlberg propose autre chose, une masse, une économie de gestes, une forme de détermination presque physique. Le même texte ne produit pas la même musique selon le visage qui le porte. La distribution s'est progressivement étoffée en 2024. Lakeith Stanfield a rejoint le projet pour jouer Grofield, autre personnage récurrent de l'univers de Richard Stark. Rosa Salazar est arrivée dans le rôle de Zen. Puis se sont ajoutés Tony Shalhoub, Keegan-Michael Key, Nat Wolff, Chukwudi Iwuji et Thomas Jane, entre autres.
Pour un film de casse, cet élargissement est essentiel. Le genre demande des talents spécialisés, mais il demande surtout une sensation de groupe. Une équipe ne devient crédible que si chaque personne semble apporter une compétence, une limite et une mauvaise idée possible. Sinon, on regarde simplement des figurants attendre que le héros fasse le travail à leur place. Grofield apporte précisément une autre façon d'habiter le monde criminel. Le personnage dirige une compagnie de théâtre en difficulté, détail qui semble presque trop bizarre pour un polar avant de devenir parfaitement logique. Un acteur sait observer, mentir, changer de voix, entrer dans un rôle et apprendre un dispositif. Dans les romans de Stark, Grofield a une existence propre. Le film ne le réduit pas à un simple faire-valoir. La Kate Stanfield lui donne une présence souple, moins monolithique que Parker. Face à Wahlberg, il crée un duo où l'un avance comme une ligne droite et l'autre voit les angles. Cette différence ne résout pas tout, bien sûr. Elle rend au moins les scènes de préparation moins mécaniques. Zen représente un enjeu encore plus délicat. Dans ce type d'histoire, la femme fatale peut très vite devenir une fonction. Elle arrive, elle trahit, elle disparaît. Rosa Salazar reçoit un personnage plus instable. Zen est liée au premier choc de l'intrigue, mais elle porte aussi une motivation politique qui finit par déplacer la lecture du butin. Elle n'est pas seulement là pour compliquer Parker. Elle lui rappelle qu'un objet volé peut avoir un sens différent selon celui qui le convoite. Pour un mafieux, c'est une valeur à revendre. Pour un milliardaire, c'est un trophée. Pour quelqu'un qui veut renverser un pouvoir corrompu, cela peut devenir une arme ou un symbole. Le film ne résout pas parfaitement ces idées, mais il a raison de les introduire. Il faut aussi parler de l'ambition industrielle du projet. Amazon MGM Studios ne mise pas sur un personnage inconnu. Parker possède une longue vie littéraire, Shane Black un nom reconnaissable, Mark Wahlberg une notoriété internationale, et Prime Video une diffusion immédiate dans de nombreux foyers. Sur le papier, la combinaison est logique. Elle assemble une propriété culturelle durable et les codes actuels du streaming. Un casting large, un récit accessible, des scènes d'action visibles, même sur un écran domestique, et un concept facile à présenter en quelques mots. Mais une logique de production ne garantit jamais une alchimie. Un film de bande existe réellement quand le public croit que ces personnes se connaissent, se supportent mal et risquent quelque chose ensemble. Ce qui reste fidèle à Richard Stark, au-delà des noms et des références, tient peut-être à une vérité plus inconfortable. Parker ne devient pas meilleur parce qu'il rencontre une cause plus grande que lui. Il garde son intérêt, sa rancune et son sens particulier de la justice. Le film lui donne davantage de répliques et d'éclat que certaines versions très austères du personnage, mais il n'en fait pas un saint. C'est un choix nécessaire. Si Parker devenait soudain un justicier aimable, Play Dirty perdrait tout ce que son titre promet. L'intérêt de le suivre vient de cette distance. Il accomplit parfois ce qui paraît juste, mais jamais pour les raisons les plus simples. En regardant ce parcours, on comprend mieux le pari de Shane Black. Il ne voulait pas seulement refaire Point Blank, ni imiter Payback, ni prolonger le Parker de 2013. Il voulait introduire un voleur dur dans sa propre manière de raconter. Plus d'équipe, plus de collisions de ton, plus de mouvements, et une histoire qui refuse de s'arrêter au premier cambriolage. Ce choix transforme le personnage sans le rendre méconnaissable. Derrière cette énergie de grand spectacle, une certitude demeure. Parker ne considère jamais un braquage comme une aventure abstraite. Pour lui, chaque plan révèle la valeur des gens qui le composent, et chaque trahison transforme l'argent en dette personnelle. Reste à voir si cette recette respecte son anti-héros lorsque le film se lance vraiment, car toute théorie disparaît dès que le premier coup tourne mal. Et dans Play Dirty, le premier coup ne rate pas seulement, il fait exploser la confiance sur laquelle tout le reste reposait. Imaginez un film de casse qui commence sans vous demander gentiment de vous attacher à ces personnages. Il vous jette au milieu d'un coup qui déraille, d'un homme blessé, d'un pactole disputé et d'une trahison qui laisse très peu de place à la pitié. C'est l'énergie de Play Dirty. Le film ne prétend pas que Parker est un héros rassurant. Il le présente comme un professionnel du crime, froid quand il le faut, méthodique presque tout le temps, et surtout incapable d'accepter qu'on rompe une parole donnée. Voilà ce qui donne à cette histoire son vrai moteur. Le trésor compte, évidemment, mais la blessure d'orgueil compte encore davantage.
Sorti en 2025, Play Dirty est un thriller d'action américain réalisé par Shane Black. En France, le titre officiel est resté Play Dirty, exactement comme le titre original. Le 1er octobre 2025, le film est arrivé directement sur Prime Video, en France comme dans de nombreux autres territoires. On n'entre pas nécessairement dans une salle obscure après avoir choisi une séance. On le découvre chez soi, parfois attiré par Mark Wahlberg, parfois par le nom de Shane Black, parfois simplement parce qu'un film de braquage de 2 heures apparaît dans les nouveautés. Le point de départ officiel tient en une phrase très simple. Un voleur chevronné prépare le plus gros coup de sa vie avec son équipe et ce butin le met aux prises avec la mafia new-yorkaise. Mais réduire Play Dirty à cette phrase serait passer à côté de son goût du mélange. Le film veut être un polar, un récit de vengeance, une aventure de bande et une comédie noire par moments. Il veut aussi évoquer ces histoires de professionnels qui organisent chaque détail avant de découvrir qu'un autre professionnel a prévu le détail qu'ils avaient oublié. Les films de casse reposent souvent sur une promesse silencieuse. Le public adore voir des gens très compétents travailler. Ici, la promesse est plus instable. Même les plus compétents peuvent se faire doubler. Et lorsqu'un plan devient trop grand, la compétence elle-même ne protège plus de tout. Avant d'aller plus loin, mieux vaut le dire clairement. La suite de ce récit abordera l'intrigue, ses virages et sa fin. Si vous souhaitez découvrir Play Dirty sans connaître les surprises, arrêtez-vous ici et revenez après le générique. Pour les autres, la question intéressante n'est pas seulement de savoir qui finira avec le butin, c'est de comprendre pourquoi Parker semble vivre dans un monde où chaque dette doit être réglée, où la loyauté n'est jamais abstraite et où l'argent circule entre des gens qui ne croient pas une seconde qu'il puisse les rendre heureux. Ce n'est pas le monde élégant et lisse d'un casse où chacun porte un costume parfait et sort en souriant. C'est plus rugueux, plus absurde aussi, avec une violence qui surgit sans cérémonial. Le film dure un peu plus de 2 heures. Selon les plateformes et les bases de données, la durée affichée oscille entre 2h05 et 2h06. Cette petite différence n'a pas beaucoup d'importance, mais elle indique quelque chose de plus concret. Play Dirty prend le temps d'installer une équipe assez large, plusieurs adversaires et plusieurs pistes de butin. Shane Black ne choisit pas la ligne droite. Il préfère les plans qui se croisent, les personnages qui cachent un objectif et les situations qui deviennent plus compliquées parce que personne n'accepte de laisser tomber. C'est exactement le type de construction qui peut enthousiasmer les spectateurs venus pour une mécanique de polar généreuse. C'est aussi le type de construction qui peut fatiguer ceux qui veulent un seul enjeu limpide du début à la fin. Au centre, Mark Wahlberg joue Parker. À ses côtés, Lakeith Stanfield incarne Grofield et Rosa Salazar joue Zen. Le reste de la distribution réunit notamment Keegan-Michael Key, Chukwudi Iwuji, Nat Wolff, Thomas Jane et Tony Shalhoub. Cette liste ne sert pas seulement à afficher des noms connus. Elle annonce un film qui fonctionne par contraste. Wahlberg apporte une présence directe, terrienne, presque impassible. Stanfield a une manière plus oblique de faire sentir le décalage et l'intelligence de son personnage. Salazar, elle, donne à Zen une énergie difficile à classer, à la fois partenaire possible, danger évident et personne portée par une cause qui dépasse le simple enrichissement. Autour d'eux, les seconds rôles ajoutent des couleurs différentes à la même entreprise criminelle. Ce qui rend l'arrivée de Play Dirty assez particulière, c'est son héritage. Parker n'est pas un personnage créé pour ce film. Il vient des romans de Donald D. Westlake, publiés sous le pseudonyme de Richard Stark. Ce nom de plume est important, car il correspond à une tonalité précise. Des récits de crimes secs, durs, attentifs aux méthodes, et peu intéressés par la rédemption facile. Pendant des décennies, les adaptations ont souvent changé le nom de Parker, ou transformé certains éléments pour le cinéma. Le voir revenir ici sous son vrai nom attire immédiatement la curiosité des lecteurs et des amateurs de polar. Shane Black et ses co-scénaristes ne font pas une reconstitution littérale d'un seul livre. Ils puisent dans cet univers pour raconter une histoire neuve, avec leur propre rythme et leurs propres excès. Cette liberté explique le titre lui-même. Play Dirty ne cherche pas à faire croire que le crime possède un code moral propre et confortable. Parker a un code, oui, mais il est personnel. Il n'a rien d'universel. Il peut récompenser une veuve,
honorer un associé ou protéger la part promise à quelqu'un. Dans la scène suivante, il est capable d'une décision d'une brutalité sidérante. Ce contraste n'est pas un accident de scénario. C'est le matériau même du personnage. On peut le suivre sans l'excuser. On peut admirer son sang-froid sans vouloir le rencontrer. Et c'est peut-être là que le film trouve sa meilleure idée. Dans un récit de voleur, la vraie question n'est pas qui est innocent, mais qui reste fidèle à la règle qu'il s'est donnée. L'expression anglaise « play dirty » évoque le fait de jouer sans scrupule, de ne pas respecter les règles du jeu. Pourtant, Parker n'aime pas vraiment l'imprévu. Il aime les règles tant qu'il les contrôle. Ses ennemis, eux, changent la table de jeu. La mafia, les intérêts politiques, les milliardaires et les mercenaires ne poursuivent pas tous la même chose, mais chacun est prêt à employer les autres. Le film prend alors la forme d'une série de portes qui s'ouvrent sur une porte encore plus grande. On croyait suivre un règlement de compte local. On découvre une opération bien plus vaste. On croyait que le butin était une somme d'argent. Il devient un objet chargé de valeur et de pouvoir. Le plaisir vient de cette montée en échelle, même si elle pousse parfois le récit vers l'invraisemblance assumée. Il y a aussi une question de ton. Shane Black est un cinéaste et scénariste associé à l'action, au crime et au dialogue mordant. Son nom évoque pour beaucoup L'Arme fatale, Kiss Kiss Bang Bang, The Nice Guys ou Iron Man 3. Quand il revient à un thriller criminel, le public s'attend forcément à une certaine légèreté au milieu du danger. Play Dirty répond à cette attente, mais pas de façon constante. Certaines scènes cherchent le rire à travers l'absurdité d'une situation ou la réaction d'un personnage. D'autres vont droit vers une violence abrupte. Ce grand écart est volontaire. Il peut donner au film une saveur de bande dessinée noire. Il peut aussi faire sentir une friction entre le Parker impitoyable imaginé par Richard Stark et le plaisir plus joueur de Shane Black. Pour un spectateur français, le contexte de diffusion mérite d'être gardé en tête. Play Dirty n'a pas été lancé comme une sortie en salle avec des chiffres de billets, des avant-premières dans tout le pays et une longue carrière au box-office. Il est né pour la plateforme. Il n'existe donc pas de recette française ou mondiale de salle à comparer honnêtement à celle d'un grand succès de cinéma. Inventer un chiffre ici serait trompeur. La vraie mesure de son parcours passe plutôt par sa visibilité dans les catalogues, par les classements variables des plateformes et par les réactions des abonnés. C'est une autre économie, plus opaque. On sait quand le film est disponible, on sait beaucoup moins précisément combien de personnes l'ont vu jusqu'au bout et dans quel pays elles l'ont recommandé. Cette absence de box-office traditionnel ne retire rien au plaisir d'analyser le film. Au contraire, elle invite à regarder autre chose. Le choix d'un acteur très connu pour le rôle principal, le retour d'un réalisateur identifiable, l'utilisation d'une propriété littéraire déjà familière aux amateurs de noir, et l'ambition de créer un spectacle de casse assez large pour voyager facilement d'un écran à l'autre. Play Dirty a été pensé comme un film accessible sans connaissance préalable. Vous n'avez pas besoin d'avoir lu Richard Stark pour saisir le danger, les alliances et les objectifs de Parker. Mais si vous connaissez les livres, vous repérez tout de suite une tension passionnante. Jusqu'où peut-on assouplir un personnage réputé implacable sans perdre ce qui le rend singulier? Gardez donc cette idée en tête. Play Dirty ne demande pas qu'on le traite comme une simple machine à rebondissement, ni comme un pur hommage littéraire. Il se situe entre les deux. Il emprunte la silhouette d'un anti-héros du roman noir, lui confie le visage de Mark Wahlberg, puis l'envoie dans une aventure où les braquages se transforment en guerre de position. Cette première impression, celle d'un vol qui devient une affaire de loyauté et de survie, est la bonne porte d'entrée. Maintenant, il faut remonter à l'origine de Parker, parce que l'histoire de ce personnage éclaire directement ce que Shane Black conserve, ce qu'il change et ce qu'il ose rendre plus spectaculaire. Le vrai récit commence sur un hippodrome, et ce choix n'est pas innocent. Un hippodrome est déjà un lieu de risque, d'argent qui change de main et de gens persuadés de contrôler le hasard. Parker et son partenaire Philly y mènent un coup avec quelques complices. Leur cible est une salle de comptage, un endroit moins glamour qu'un coffre de casino, mais beaucoup plus concret. L'argent est là, concentré, juste avant de repartir dans le système. Le plan ne se déroule pas comme prévu. Un employé se défend, un homme est tué, Philly est blessé,
et l'opération prend aussitôt la vitesse d'une fuite désordonnée. Play Dirty pose ainsi sa règle très tôt. Même le casse le plus préparé contient une minute où tout dépend du réflexe de chacun. Parker réagit comme Parker. Il ne s'abandonne pas à la panique et il ne s'arrête pas pour pleurer le plan perdu. Il poursuit l'homme qui a emporté l'argent et, au milieu de la course, reprend le contrôle par la force. La scène place le héros dans une position volontairement inconfortable. Il n'est pas un policier qui récupère des preuves ni une victime qui reprend son dû. Il vole des voleurs, puis il affronte un autre homme prêt à faire exactement la même chose. Chez Richard Stark, le crime n'est pas une opposition simple entre le bien et le mal. C'est une profession avec ses rivalités, ses codes et ses prédateurs. Le film conserve cela dès ses premières minutes. Quand Parker revient à la planque, il croit peut-être avoir sauvé l'essentiel. Il reste de l'argent, il reste des associés, et la première catastrophe semble contenue. C'est là que Zen révèle son véritable rôle. Elle les trahit, tire sur les membres du groupe et s'enfuit avec le résultat du braquage. Parker survit parce qu'il est déjà blessé, parce que le hasard le pousse vers une rivière et parce que le récit a besoin de le laisser vivre pour voir ce qu'il fera de cette trahison. Mais le prix est immédiat. Philly ne s'en sort pas. La bande initiale est détruite. Le très petit casse de l'hippodrome laisse derrière lui une dette impossible à classer dans une colonne de compte. Il y a une image importante dans cette bascule. Parker ne se relève pas dans un monde neuf. Il se réveille dans un motel, diminué, caché, obligé de reprendre pied presque à partir de rien. Le décor n'a rien de grandiose. C'est précisément ce qui lui convient. Les grands films de casse aiment parfois faire briller les criminels comme des entrepreneurs de luxe. Play Dirty rappelle que le travail de Parker passe aussi par les chambres anonymes, les numéros de téléphone, les blessures mal soignées et les rencontres où personne ne dit tout. Après un tel choc, sa première priorité n'est pas de refaire fortune. Il promet à Grace, la veuve de Philly, qu'il réglera l'affaire. Pour lui, cette promesse devient une mission. Ce geste donne à Parker une profondeur paradoxale. Il n'est pas généreux au sens ordinaire. Il ne se transforme pas en protecteur des faibles. Pourtant, il considère qu'un partenaire mérite une forme de réparation lorsque quelqu'un a rompu les règles du groupe. Cette fidélité n'efface rien de ce qu'il a fait. Elle ne rend pas le personnage moralement propre. Elle définit simplement sa ligne. Parker n'accepte pas d'être trahi, et il n'accepte pas qu'un associé soit utilisé puis abandonné comme une dépense imprévue. C'est un code étroit, mais un code réel. La suite du film teste chaque partie de ce code et montre ce qui arrive lorsqu'il entre en collision avec des ambitions plus vastes. Pour retrouver Zen, Parker a besoin d'aide. Il se tourne vers Grofield, un ami voleur qui dirige aussi une troupe de théâtre en difficulté. Cette information pourrait faire sourire, mais elle indique que le film aime les personnages à double compétence. Grofield connaît les faux-semblants autant que les cambriolages. Il comprend qu'une piste ne tient pas seulement dans une adresse ou un reçu. Elle se trouve dans la manière dont quelqu'un raconte son histoire, dans ce qu'il tente de jouer devant les autres. Avec Parker, il part remonter le fil vers Reggie, un associé de Zen. À cet instant, le film prend la forme d'une enquête criminelle. On ne cherche pas encore le trésor final. On cherche à savoir qui a déplacé l'argent et pour quelle raison. Reggie apporte l'information qui agrandit soudain l'horizon. Zen n'a pas volé pour garder le butin de l'hippodrome. Cette somme doit servir à préparer une opération beaucoup plus importante. Elle a un passé lié à une escouade de la mort dans son pays d'origine et ses anciens compagnons sont impliqués dans une lutte contre le président corrompu de La Paz. Dit comme cela, l'idée paraît presque trop grande pour l'affaire de Parker. C'est justement l'effet recherché. Le héros pensait poursuivre une femme qui avait détruit son équipe. Il découvre que cette femme est engagée dans un conflit où la survie d'un pays, l'argent sale et une pièce de trésor se croisent. Les anciens partenaires de Zen interviennent avant que Parker puisse obtenir toutes les réponses tranquillement. Reggie et son chauffeur sont tués, mais Parker force l'un des tireurs à le conduire plus près de Zen. Cette partie du film ne repose pas sur une enquête élégante avec des indices parfaitement rangés. Elle avance par pression, fuite et informations arrachées au dernier moment. Le spectateur peut trouver cette méthode brutale, mais elle convient à Parker. Il ne déduit pas tout derrière un bureau. Il suit la personne qui a vu quelque chose, il élimine une porte qui se ferme
puis il entre dans la pièce suivante. Le résultat est une narration qui avance vite, parfois au prix d'une clarté totale. Lorsque Parker retrouve Zen, le face-à-face aurait pu achever l'histoire. Elle a trahi, il veut venger Philly, et tout semble réuni pour une résolution sèche. Shane Black choisit pourtant de repousser ce moment. Zen explique que le butin initial nourrit un projet plus vaste. Le président de La Paz veut mettre la main sur un trésor repêché d'une épave pour le montrer aux Nations Unies, puis le revendre en secret. La mafia new-yorkaise, connue ici sous le nom de l'Outfit, doit assurer l'opération. Zen et les siens veulent détourner ce trésor afin qu'il ne serve pas une autre fois les puissants qui exploitent leur pays. Parker n'oublie rien, mais l'échelle du coup l'intéresse. Ce n'est pas de l'altruisme soudain. Parker voit une occasion. Zen voit une nécessité politique. Les deux objectifs peuvent avancer côte à côte, mais ils ne se confondent jamais vraiment. Cette différence est l'une des forces de leur alliance provisoire. Elle permet au film de poser une question simple. Peut-on travailler avec quelqu'un que l'on ne pardonne pas? Parker répond par l'action, tant que le plan produit un résultat et tant que les conditions lui conviennent. Oui. À la moindre rupture? Non. Zen, elle, semble croire que la fin justifie des moyens plus larges. Leur relation n'est donc pas une romance tranquille ni une réconciliation. C'est une négociation en mouvement. La mafia devient alors l'obstacle le plus immédiat. Tony Shalhoub joue Lozini, son dirigeant, et Nat Wolff interprète Kincaid, son lieutenant. Parker a déjà été banni de New York par Lozini, ce qui ajoute une couche personnelle au conflit. Il ne doit pas seulement voler un groupe dangereux, il doit le faire sur un terrain où il est officiellement indésirable. Cette situation est typique du personnage. Parker ne choisit pas la sécurité, il choisit l'objectif qui vaut le risque. Plus le film avance, plus les organisations s'empilent. Il y a le pouvoir politique de La Paz, l'outfit de Lozini, les anciens camarades de Zen, les intérêts privés autour de l'objet volé et l'équipe que Parker devra recruter. Chacun a une définition différente de la réussite. Revenons un instant à l'histoire pour mieux comprendre ce qui est en jeu. Le trésor n'est pas présenté comme une simple caisse pleine de bijoux. Il vient d'une épave et doit être exposé publiquement avant de devenir le centre d'un vol organisé. Cela permet au film de mêler le vieux monde, celui d'un objet historique sorti de la mer, au très contemporain, celui des transports automatisés, des réseaux criminels mondialisés et des fortunes qui traitent toute chose comme un actif. Parker ne s'intéresse pas à la valeur culturelle du trésor par goût d'histoire. Mais le film suggère que sa valeur symbolique attire des gens bien plus puissants qu'un simple bookmaker ou qu'un voleur de quartier. À ce stade, Play Dirty a déjà fait parcourir beaucoup de chemin aux spectateurs. Un braquage raté, une trahison, une promesse de vengeance, une enquête, une alliance impossible et un complot qui remonte jusqu'à un chef d'État fictif. C'est généreux. C'est aussi le moment où certains pourront sentir que le récit surcharge la valise. Pourtant, il reste une idée très claire sous les détours. Parker a perdu sa première équipe et veut reprendre l'initiative. Pour y parvenir, il doit fabriquer une nouvelle équipe, accepter Zen à ses côtés sans lui faire confiance et voler ceux qui pensent avoir déjà volé tout le monde. Le prochain plan ne sera pas discret. Il devra être assez spectaculaire pour détourner un trésor, mais assez précis pour survivre à ceux qui ont inventé le piège. Parker ne recrute pas une équipe comme on compose une affiche. Il cherche des gens capables de remplir une fonction dans un plan qui a déjà trop de variables. Ed Mackey et son épouse Brenda deviennent deux pièces essentielles. Keegan-Michael Key joue Ed, Claire Lovering joue Brenda, et leur duo apporte une dynamique de couple au milieu d'un monde où la confiance reste rare. Stan Devers, conducteur de fuite, complète le dispositif. Avec Grofield, Zen et Parker, le groupe ressemble moins à une famille qu'à une alliance de métier. Chacun doit savoir exactement quand entrer en scène, quoi manipuler et surtout ce qu'il ne faut pas demander. Dans un casse, les détails ne sont pas décoratifs. Une voiture mal placée ou une seconde d'hésitation peut condamner tout le monde. Le plan central repose sur une idée proprement play dirty, laisser l'outfit voler le trésor aux Nations Unies, puis voler l'outfit pendant son transport. Parker ne veut pas combattre de front une organisation mafieuse dans un lieu surveillé. Il préfère attendre qu'elle fasse le travail le plus risqué, qu'elle récupère elle-même le butin, puis intercepter la marchandise au moment où elle semble déjà hors de portée. C'est l'intelligence cynique du personnage.
Il ne cherche pas le coup le plus noble, il cherche celui qui déplace le danger sur l'adversaire. En théorie, c'est brillant. En pratique, cela demande de prévoir le trajet, les complices infiltrés, les freins, les issues et la manière dont des hommes dangereux réagiront lorsqu'ils comprendront qu'on les a doublés. Le trésor doit être transporté par un train automatisé de déchets. L'idée a une absurdité presque joyeuse. Un objet de valeur historique et financière immense passe dans un système associé à ce que la ville veut éliminer. Cette opposition donne au film une de ses images les plus parlantes. Tout le monde veut posséder le trésor, mais personne ne veut le montrer pendant le déplacement. L'or, les bijoux ou l'objet prestigieux deviennent alors une cargaison cachée parmi ceux que l'on ne regarde plus. Parker et son équipe se font passer pour des employés du réseau de transport afin d'agir sur le poste de commande et de prendre le contrôle du train. Le film change provisoirement de genre. Du polar de plan, il passe au récit de sabotage industriel. Rien ne se déroule sans accroc. Stan, déjà fragilisé par l'alcool, provoque un accident avec le véhicule de fuite et manque de renverser Grofield. Ce n'est pas seulement une péripétie, c'est une manière de rappeler que la technologie du plan ne supprime jamais la part humaine. On peut avoir les bons costumes, le bon accès et la bonne voie ferrée. Il suffit d'un conducteur qui perd son calme pour que l'opération dérape. Grofield intervient sur le dispositif de freinage, le train finit par dérailler et l'équipe atteint ce qu'elle croit être la récompense de sa préparation. C'est le moment classique du film de casse où l'on attend le soulagement. Shane Black choisit le contraire. Les conteneurs ne contiennent pas le trésor, ils sont remplis de pierres. L'outfit a anticipé l'interception, ou du moins, a prévu une protection qui laisse Parker avec un coup spectaculaire mais vide. C'est un retournement frustrant pour les personnages et révélateur pour le public. Le groupe a réussi l'opération physique. Infiltrer, détourner, faire dérailler, s'échapper. Pourtant, il a échoué au niveau le plus important, celui de l'information. Ils n'ont pas volé la bonne chose. Dans les histoires de Parker, l'échec ne vient pas toujours d'un manque de courage. Il vient souvent du fait qu'un autre professionnel a compris le plan avant vous. Stan est blessé pendant la fuite et la bande doit quitter les lieux sans victoire claire. Après ce revers, l'équipe se retourne contre Parker. Cette réaction est très humaine. Il leur a vendu une opération dangereuse. Ils ont pris des risques, le trésor n'était pas là. Quand un chef de plan se trompe, son calme n'est plus une qualité, il devient une raison de lui demander des comptes. Parker ne se défend pas en faisant de grands discours. Il cherche la solution suivante. Il apprend qu'une figure de proue issue de l'épave, évaluée à une somme immense, est encore accessible. Cette pièce devient le nouveau centre du jeu. On ne court plus après tout le trésor. On poursuit l'objet qui peut à lui seul justifier une nouvelle tentative, réparer l'échec précédent et remettre Parker dans la partie. Pour retrouver cette figure de proue, Parker et Grofield s'approchent de Kincaid. Le film utilise alors une situation volontairement théâtrale. Grofield joue un homme prêt à sauter dans le vide afin d'attirer un garde du corps sur un toit. C'est là que son passé d'acteur sert directement au braquage. Il ne joue pas pour un public assis dans une salle. Il joue pour faire sortir un adversaire de sa position. Parker, lui, utilise cette ouverture pour obtenir les renseignements nécessaires. L'information finit par mener à Phineas Paul, milliardaire incarné par Chukwudi Iwuji. Le personnage ajoute une autre couche à l'histoire. Après les criminels et le pouvoir politique, voici la fortune privée, celle qui peut acheter une relique et se croire au-dessus des conséquences. Parker enlève Phineas pour savoir où se trouve la figure de proue. La réponse les conduit vers une installation sécurisée à Greenbrook Township, dans le New Jersey. Le butin est désormais derrière des protections programmées, dans un lieu où l'accès physique ne suffit pas. Là encore, le film insiste sur une vérité pratique. Le vol contemporain n'est pas seulement une affaire de serrure. Il faut battre des délais, des alarmes, des circuits de sécurité et les personnes qui ont payé pour qu'ils fonctionnent. Parker prépare une ruse. Son équipe emporte ce qui ressemble à la pièce recherchée, s'enfuit dans une poursuite enneigée et laisse croire qu'elle a enfin récupéré l'objet. Mais la fuite est une diversion. La figure emportée n'est qu'une copie. Parker a compris que les adversaires suivraient le mouvement et il attend le véritable moment d'ouverture du coffre. Pendant que Phineas alerte Losini et que les différents camps se déplacent, Parker joue sur le temps.
C'est sans doute le passage qui exprime le mieux sa méthode. Il accepte de donner l'impression d'avoir gagné trop tôt, parce qu'il sait que l'apparence peut pousser les autres à révéler leur position. Le film invite le spectateur à se demander, une nouvelle fois, qui est en train de tromper qui. Cette fois, Parker reprend une longueur d'avance, mais cette avance ne lui rend pas tout ce qu'il a perdu. Quand le vrai coffre devient accessible, Parker fait un choix qui surprend par sa radicalité. Plutôt que de laisser la figure de proue tomber entre les mains de Losini, de Phineas ou de Delapaz, il la détruit avec des explosifs. C'est un geste spectaculaire, mais il a une logique. Le trésor était devenu le prétexte de toutes les trahisons. Tant qu'il existe, les organisations continuent de s'entretuer pour le posséder. Parker ne peut pas le transporter librement, ni le confier à quelqu'un sans créer une nouvelle cible. Détruire l'objet revient à retirer la pièce centrale du jeu. Ce n'est pas une victoire pure. C'est une manière de dire que personne ne la méritera. La conséquence est brutale pour l'outfit. Losini meurt, tandis que les hommes de Delapaz se retournent contre l'organisation mafieuse. Le film ne glorifie pas ce nettoyage. Il montre plutôt un système criminel qui s'effondre, parce que chacun a cru pouvoir manipuler les autres, sans être manipulé à son tour. Delapaz perd aussi le contrôle de son projet lorsque ses crimes sont rendus publics. Le colonel Ortiz est ensuite désigné président. Zen et ses compagnons obtiennent donc, sur le plan politique, quelque chose qui ressemblait à leur objectif. Mais cette réussite ne transforme pas les méthodes utilisées en gestes simples ou sans coup. La politique, la revanche et le braquage n'ont jamais été complètement séparés dans cette histoire. Parker, lui, n'a pas oublié Philly. Il a sauvé une partie des bijoux avant la destruction de la figure de proue et en remet une part à Grace, fidèle à la promesse faite au motel. Ce geste ferme la dette qui avait lancé son parcours. Mais il reste zen. Elle propose une autre vie, plus simple en apparence, dans son pays. Parker refuse. Il la tue pour venger Philly et les membres de l'équipe initiale. Ce choix est le plus dur à accepter, précisément parce que le film a passé du temps à faire de Zen plus qu'une traîtresse. Elle a contribué à faire tomber un président corrompu. Elle a collaboré avec Parker. Elle a sauvé sa vie. Pour Parker, aucune de ces choses n'annule le premier massacre. La dernière image morale de Play Dirty n'est donc pas celle d'une réconciliation. Parker donne à Grace ce qu'il estime lui devoir, puis reprend sa route avec Grofield. Le duo retourne à une existence de voleur, comme si chaque aventure ne faisait qu'ouvrir la suivante. On peut voir cela comme un final fidèle au noir. Personne n'est lavé par le récit, personne ne devient exemplaire, mais certaines dettes ont été réglées. On peut aussi trouver que cette conclusion ferme très vite des conflits que le film avait rendus complexes. Les deux réactions se défendent. Ce qui est certain, c'est que Play Dirty n'utilise jamais son trésor comme une récompense magique. À la fin, l'objet n'est plus là. Il reste les survivants, leurs cicatrices, et la question de savoir si une victoire qui exige autant de pertes mérite vraiment ce nom. Mark Wahlberg arrive dans Play Dirty avec une image très installée, celle d'un acteur qui s'est donné de l'élan à un film d'action et porté un rôle de professionnel exposé au danger. Parker demande pourtant une couleur particulière. Le personnage n'est pas censé être le plus sympathique de la pièce. Il ne veut pas gagner l'affection de ses partenaires, encore moins celle de ses ennemis. Wahlberg choisit donc une interprétation assez resserrée. Il parle peu quand l'information est claire, avance avec une économie de gestes et laisse la menace se loger dans la certitude plutôt que dans une démonstration permanente. Ce n'est pas une performance construite sur les grands discours, c'est une performance de direction, de silence et de décision. Cette approche a un avantage évident. Elle donne à Parker une présence stable alors que le récit change souvent de niveau, de lieu et d'objectif. Lorsque les autres personnages discutent, improvisent ou se disputent, le spectateur sait où regarder. Parker essaie de repérer la prochaine issue. Le revers, c'est que cette stabilité peut sembler trop lisse à ceux qui aiment le Parker plus opaque, plus menaçant ou plus étrange de certaines adaptations précédentes. Un anti-héros de Richard Stark doit parfois donner l'impression qu'il serait capable de vous ignorer complètement avant de vous écraser. Wahlberg joue davantage la maîtrise que le mystère. C'est un choix de film populaire, plus frontal, qui rapproche le personnage du leader de braquage moderne. Il faut reconnaître que le scénario ne lui demande pas de porter chaque tonalité seul.
Grofield existe notamment pour ouvrir l'espace autour de lui. La Kit Stanfield possède cette qualité rare. Il peut rendre un personnage attentif sans le figer. Son Grofield écoute, jauge les autres, glisse dans une situation avec une souplesse que Parker n'a pas. Là où Parker traite le monde comme un problème à résoudre, Grofield perçoit aussi le jeu social. Il sait que les gens ont besoin qu'on les regarde de la bonne manière pour croire à une histoire. Son lien avec le théâtre ne devient pas un gag isolé. Il nourrit sa façon de mentir, de prendre une pause ou de sentir l'instant où un rôle peut donner accès à une information. Le duo Parker-Grofield ne fonctionne pas parce qu'ils sont opposés de manière caricaturale. Ils sont opposés par degrés. Tous les deux savent que le monde du film est dangereux. Aucun ne découvre l'illégalité comme un adolescent en sortie d'école. Mais Parker veut réduire l'incertitude, tandis que Grofield peut vivre avec elle un peu plus longtemps. Parker pèse les risques. Grofield transforme parfois le risque en spectacle. Cette complémentarité offre des respirations au film. Une scène de préparation ne ressemble pas seulement à une liste de tâches. Elle devient la rencontre de deux tempéraments, l'un qui ferme les portes, l'autre qui cherche celle que personne n'a remarquée. Rosa Salazar a peut-être la mission la plus délicate du casting. Zen doit rester crédible après avoir brisé la confiance de Parker, puis apparaître assez complexe pour que leur coopération ne paraisse pas absurde. Salazar ne cherche pas à rendre son personnage immédiatement aimable. Elle joue une femme qui sait ce qu'elle a coûté aux autres et qui n'attend pas forcément leur pardon. Sa détermination a quelque chose de physique, mais le film lui donne aussi des moments où l'on comprend qu'elle regarde plus loin que le prochain gain. Zen est prise entre une logique de guérilla, une histoire personnelle violente et une alliance opportuniste avec des voleurs qui ne partagent pas ses raisons profondes. Ce qui distingue Zen de nombreuses figures féminines dans un thriller de braquage, c'est qu'elle n'est pas uniquement définie par le regard de Parker. Elle a un plan avant de le retrouver et elle conserve une intention après l'avoir rejoint. Cela ne veut pas dire que le film échappe entièrement au code du genre. La tension entre elle et Parker comporte de l'attirance, de la méfiance et un jeu de proximité dangereux. Mais Zen ne devient jamais seulement la récompense romantique du héros. Sa présence maintient l'idée qu'un même butin peut être désiré pour des raisons incompatibles. Elle force Parker à admettre qu'il n'est pas le seul stratège dans l'histoire, même s'il refuse de lui accorder une confiance durable. Tony Shalhoub, en Losini, apporte une forme de calme qui convient bien à un chef mafieux. Dans beaucoup de films, le patron du crime doit remplir chaque scène de menaces bruyantes. Shalhoub joue plus volontiers la certitude d'un homme habitué à ce que les autres exécutent ses volontés. Cela rend les affrontements avec Parker plus intéressants. Ils ne sont pas seulement deux hommes prêts à frapper. Ce sont deux professionnels qui considèrent l'autre comme une anomalie à éliminer. Le fait que Losini traite New York comme son territoire donne au personnage une autorité claire. Parker est dangereux, mais il entre sur un terrain qui appartient déjà à quelqu'un d'autre. Nat Wolff donne à Kincaid une énergie différente, plus nerveuse et moins installée. C'est un lieutenant, donc un homme coincé entre le pouvoir qu'il aimerait exercer et celui auquel il doit obéir. Cette position est fertile pour un film de crime. Le subordonné connaît les rouages, mais il risque de servir de fusible dès que le plan s'effondre. Kincaid permet au récit de montrer le fonctionnement concret de l'outfit sans avoir à remettre Losini au premier plan à chaque instant. Il incarne le visage de la menace sur le terrain, celui que Parker peut suivre, tromper ou coincer pour remonter jusqu'au niveau supérieur. Keegan-Michael Key et Claire Lovering donnent à Ed et Brenda Mackey une texture de couple qui évite, par moments, que l'équipe ne soit composée uniquement de figures solitaires. Leur présence rappelle qu'on peut travailler dans le crime tout en partageant une routine, des habitudes, des exaspérations très ordinaires. Ce décalage a toujours été utile chez Shane Black. Le danger devient plus tangible quand il est vécu par des gens qui pourraient presque se disputer pour un détail domestique, puis doivent immédiatement retourner à une opération risquée. Nat Wolff, Shai Onsen et les autres membres de la bande contribuent eux aussi à ce sentiment d'univers peuplé, où chacun est là parce qu'il sait faire quelque chose que Parker ne peut pas faire seul. Thomas Jane joue Philly, le partenaire dont la disparition continue de définir la trajectoire de Parker.
Le personnage est présent assez tôt pour donner un poids à la promesse faite à Grace, puis il devient une absence. C'est un rôle ingrat si l'on le regarde seulement en nombre de scènes, mais il a une fonction dramaturgique nette. Sans Philly, Parker ferait peut-être ce qu'il fait d'habitude: survivre, récupérer sa part, partir. Avec Philly, le récit devient une affaire personnelle. Thomas Jane apporte à ce début de film une impression de relation déjà formée. On croit que Parker et lui ont travaillé ensemble avant que le public les rencontre, ce qui rend la perte moins théorique. La distribution ne cherche pas une naturalité documentaire. Elle fonctionne plutôt comme un jeu de pièces très visible dans une mécanique de genre. On sait rapidement qui est le professionnel, qui est l'instable, qui représente l'autorité, qui fait entrer un trouble moral, qui peut offrir une touche de comédie. Certains spectateurs aimeront ce côté net, parce qu'il aide à naviguer dans un récit très chargé. D'autres voudront davantage de nuances intimes, notamment pour les figures secondaires. Les deux réactions sont légitimes. Play Dirty ne s'attarde pas toujours assez longtemps pour que chaque membre du groupe existe hors de sa fonction, mais il s'est donné à chacun une silhouette et une manière différente de faire circuler l'énergie. Et puis, il y a la question la plus amusante: qui joue vraiment le mieux au sein de cette équipe? Parker pense maîtriser le plan, Grofield maîtrise les apparences, Zen maîtrise la dissimulation, Losini maîtrise son territoire, Phineas maîtrise les ressources. Aucun n'a le contrôle absolu. C'est pourquoi les affrontements restent intéressants, même lorsqu'on devine qu'un retournement arrive. Ils ne reposent pas uniquement sur la force ou sur l'arme la plus grande. Ils reposent sur les informations que chacun garde pour lui. Dans Play Dirty, un bon acteur au sens littéral peut être un très bon voleur, un bon financier peut être un criminel et un partenaire peut devenir une cible. Cette confusion des rôles donne à l'ensemble son petit venin. En fin de compte, la distribution sert l'idée principale du film. Parker n'est pas un solitaire héroïque entouré de satellites. Il dépend des autres, même s'il déteste l'admettre. Chaque acteur représente une compétence ou une force qu'il ne possède pas tout à fait. Le casting apporte donc la variété nécessaire à une aventure de plus de 2 heures. Sans Grofield, Zen, Ed, Brenda et les adversaires successifs, Parker serait seulement un homme dur qui marche vers un coffre. Avec eux, le film devient un réseau de loyauté fragile. Et ce réseau permet de passer à une autre question. Comment une production tournée aussi loin de New York réussit-elle à fabriquer cette impression de ville, de froid et de danger continu? L'histoire de Play Dirty se déroule largement dans un imaginaire new-yorkais. La mafia locale, les rues froides, les trajets urbains, le sentiment qu'une ville immense possède ses propres règles. Pourtant, le tournage principal a eu lieu en Australie, dans la région de Sydney. Les prises de vue ont commencé en mars 2024, notamment autour du port de Sydney, et la production a aussi utilisé des zones de Ku-ring-gai et du Hills District. C'est un bel exemple de l'illusion cinématographique. Le public regarde une ville racontée par le film, pas une carte postale vérifiée au mètre près. Une gare, une artère, un intérieur de studio ou un morceau de végétation deviennent ce que le récit a besoin qu'ils deviennent. Ce déplacement géographique n'est pas un secret honteux à cacher, il fait partie du métier. Les grandes productions déplacent constamment les villes à travers le monde, parce qu'un lieu de tournage offre des infrastructures, des équipes, des décors et des possibilités de fermeture de rue que le lieu supposé de l'action ne peut pas toujours fournir. Dans le cas de Play Dirty, Sydney doit porter le poids de New York en plein hiver. Des éléments de décor, de signalisation et de circulation servent à orienter le regard. Des effets de neige et de neige fondue ont été ajoutés dans certaines séquences extérieures pour installer la saison chère à Shane Black. Le résultat ne vise pas le réalisme géographique absolu. Il vise une sensation, celle d'une ville grise, encombrée, où chaque coin peut dissimuler une fuite. Cette distance entre le lieu filmé et le lieu raconté a quelque chose d'amusant quand on pense aux films de casse. Le genre vit déjà dans le faux. Un uniforme peut être un costume, un agent peut être un imposteur, un camion peut transporter la mauvaise caisse, un coffre peut cacher une copie. Pourquoi la ville elle-même ne participerait-elle pas à cette logique? Play Dirty Film, une New York reconstruite par choix de production. Comme Parker construit des identités provisoires par besoin de survie, le décor ne ment pas aux spectateurs de manière malveillante. Il propose un pacte,
Acceptez cette fiction spatiale et elle vous donnera une scène d'action, une route enneigée ou une opération ferroviaire plus expressive que ne le permettrait peut-être une reproduction littérale. Shane Black ne cherche pas ici la sobriété constante d'un thriller réaliste. Son cinéma aime les situations poussées jusqu'au point où elles deviennent presque irréelles, sans quitter tout à fait le monde des voitures, des armes et des mauvais choix. Play Dirty prolonge cette manière de faire. Les plans de casse sont vastes, les adversaires arrivent nombreux, les véhicules ne se contentent pas de rouler d'un point A à un point B, et les accessoires ont souvent une valeur narrative claire. L'éléphant en peluche qui cache des plans, le train de déchets, la figure de proue, les faux butins. Chaque objet est appelé à devenir un outil ou un piège. La mise en scène transforme volontiers une chose ordinaire en problème spectaculaire. La photographie est signée Philippe Rousselot, directeur de la photographie français, dont le nom évoque une longue carrière internationale. Dans Play Dirty, l'image doit concilier des espaces très différents, des pièces de planque étroites, des lieux de pouvoir plus riches, des extérieurs urbains et des séquences de mouvement. Le film privilégie une lisibilité assez directe. Il ne se perd pas dans une obscurité si dense que l'action deviendrait illisible. C'est une décision importante pour une première diffusion en streaming. À la maison, l'image doit résister à des écrans de taille variée, à une pièce éclairée et à une attention parfois fragmentée. Le spectacle doit se comprendre vite, même quand le récit garde une information pour plus tard. Ce travail de lisibilité n'empêche pas les contrastes. Parker est souvent associé aux endroits fonctionnels. Motel, garage, couloir, zone de service, espace où l'on règle une affaire plutôt qu'on ne la contemple. Les gens plus puissants, eux, évoluent dans des lieux qui affichent la possession et la sécurité. Le film n'a pas besoin d'expliquer longuement cette opposition. Il suffit de montrer ce que chacun peut verrouiller ou ce qu'il doit traverser. Le pouvoir dans Play Dirty est souvent une affaire d'accès. Qui entre dans le bâtiment? Qui possède les plans? Qui contrôle le transport? Qui attend à l'intérieur quand les autres croient avoir terminé? La caméra accompagne cette logique en donnant de l'importance au seuil, aux portes et aux passages. Les scènes d'action sont un autre terrain de discussion. On y trouve une fuite sur l'hippodrome, une infiltration liée au transport, un déraillement et plusieurs poursuites. Le film ne les traite pas comme des pauses séparées du reste. Elles sont les conséquences physiques des décisions du scénario. C'est idéalement ce qu'on attend d'un bon polar. Le plan prépare l'action, l'action révèle une faille, la faille oblige à refaire un plan. Play Dirty réussit souvent à relier ces moments. Là où il peut diviser, c'est dans l'ampleur de certains effets numériques et dans le goût pour le chaos. Une partie du public appréciera que le film assume le grand n'importe quoi d'un train de déchets lancé dans une opération criminelle. Une autre regrettera une action moins lourde et plus tactile. Cette réaction partagée n'est pas absurde. Shane Black est meilleur lorsqu'il fait sentir le désordre dans une conversation, une erreur de timing ou un échange entre deux personnages coincés au mauvais endroit. Lorsqu'une scène prend des proportions gigantesques, l'humour et la nervosité doivent lutter pour rester visibles. Play Dirty contient les deux faces de ce style. Il y a des moments où la démesure produit un plaisir de cinéma populaire, presque enfantin, parce que l'idée est si folle qu'on a envie de voir jusqu'où elle ira. Et il y a des moments où l'accumulation peut éloigner du danger réel. Le spectateur sait que Parker doit survivre, mais il peut se demander si le film a encore les pieds sur terre. Passons maintenant à quelque chose que beaucoup de gens ignorent. La musique est composée par Alan Silvestri. Son nom est associé à des partitions de très grands films hollywoodiens et sa présence donne au projet une continuité classique. Une musique de casse doit accomplir plusieurs tâches contradictoires. Elle doit soutenir la vitesse sans signaler trop tôt la victoire. Elle doit laisser une scène respirer sans rendre le silence vide. Elle doit aussi accompagner les retournements sans devenir une pancarte qui annonce « Attention !» Voici le rebondissement. Dans Play Dirty, la partition s'inscrit dans le mouvement du film. Elle aide à maintenir la sensation de jeu dangereux entre l'efficacité du polar et la flamboyance du spectacle. Le montage est assuré par Chris Lebenson et Joel Negron. Ici aussi, le métier se voit moins qu'on ne le croit, mais il est déterminant. Avec un récit qui multiplie les factions, le montage doit rappeler au public
Où se trouve chaque personne et quel objet compte à cet instant? Il faut pouvoir suivre Parker, Zen, l'outfit et les autres intérêts sans avoir l'impression que le film a changé de sujet par accident. Les transitions les plus efficaces sont celles qui font passer d'un plan à sa conséquence sans devoir tout redire. Les moins efficaces sont celles qui donnent l'impression de courir après une nouvelle complication avant que la précédente ait trouvé son poids émotionnel. Cette tension se retrouve dans le rythme général de Play Dirty. Le film porte aussi la marque du numérique contemporain. Des environnements sont prolongés, des cascades sont amplifiées et le monde devient parfois plus grand que le décor réel. Ce n'est ni automatiquement une qualité, ni automatiquement un défaut. La question est simple. Est-ce que l'effet renforce ce que les personnages risquent? Dans une scène de braquage, un effet spectaculaire fonctionne quand il fait comprendre que le plan échappe au voleur. Il fonctionne moins bien s'il prend toute la place et réduit les personnages à de petites silhouettes dans une agitation sans enjeu. Play Dirty oscille entre ces deux possibilités. Il n'a pas peur de viser haut, mais il paie parfois le prix de cette ambition visuelle. Ce qui me paraît le plus réussi dans son approche, c'est la manière dont les lieux deviennent des machines à suspense. Un hippodrome n'est pas qu'un décor pour courir, un train n'est pas qu'un moyen de transport. Une installation sécurisée n'est pas qu'un bâtiment. Chaque espace impose une règle et pousse Parker à inventer une réponse. Cette qualité vient autant de la direction que de la production. Un bon film de casse n'a pas besoin de montrer 10 paysages différents pour paraître grand. Il a besoin de faire sentir que chaque lieu peut se retourner contre les gens qui y entrent. Play Dirty comprend parfaitement ce principe, même quand il ajoute plus de bruit qu'il n'en faudrait. Filmer Sydney comme New York, raconter l'hiver depuis l'autre côté du monde, réunir une photographie élégante, une musique de Silvestri et un montage de genre. Tout cela dessine un film qui veut être vu comme un événement de plateforme, pas comme une petite intrigue enfermée dans 2 pièces. Il cherche l'ampleur. La vraie question maintenant est de savoir ce que cette ampleur raconte. Pourquoi accumuler un chef d'État, une mafia, un milliardaire, une relique et une équipe de voleurs autour d'un seul homme qui ne pardonne jamais? Sous les cascades et les faux trésors, Play Dirty laisse apparaître une vision assez sombre du pouvoir et de la loyauté. À première vue, Play Dirty parle d'un homme qui veut récupérer un butin. Mais si l'on regarde ce qui anime réellement Parker, l'argent n'est jamais suffisant. Il est important parce qu'il donne une raison pratique à l'opération et parce que tout le monde autour de lui en veut. Pourtant, ce qui le met vraiment en mouvement, c'est la rupture d'une alliance. Quelqu'un a détruit son équipe. Quelqu'un a traité une relation professionnelle comme une chose jetable. Parker répond à cela avec son unique langage. Il prépare, il poursuit, il récupère, il décide. Le film transforme alors la loyauté en monnaie secrète. Les billets, les bijoux et les reliques circulent à l'écran, mais la valeur la plus chère reste une parole tenue. Cette vision est volontairement limitée. Parker n'est pas loyal envers l'humanité entière. Il ne se demande pas toujours si l'ordre social dans lequel il agit est juste. Il n'est pas un réformateur. Sa morale s'arrête à un cercle choisi, comme une table autour de laquelle seuls certains noms ont le droit d'être prononcés. Cela rend le personnage plus intéressant qu'un héros simplement vertueux. Nous pouvons comprendre sa douleur et son sens de la dette sans considérer ses actes comme exemplaires. Le film ne nous demande pas de l'absoudre. Il nous demande de regarder jusqu'où un homme peut aller lorsqu'il décide que sa règle privée vaut plus que toutes les lois publiques. Zen complique immédiatement ce petit monde moral. Elle appartient aussi à un groupe et elle agit aussi pour les siens. Mais son groupe ne se réduit pas à une équipe de braqueurs. Son objectif est lié à un pays gouverné par de la paz, à des compatriotes opprimés et à l'espoir de faire tomber une forme de pouvoir corrompu. Dès lors, 2 idées de la loyauté se font face. Parker veut venger une promesse professionnelle. Zen veut défendre une cause collective. L'une est intime, l'autre politique. Aucune des deux n'est propre, parce que toutes deux utilisent la violence et la manipulation. Mais leur confrontation donne au film une épaisseur qu'il n'aurait pas s'il parlait seulement d'un coffre à ouvrir. Le trésor venu d'une épave fonctionne comme un objet de désir presque parfait. Il a une valeur financière énorme, mais il possède aussi une aura historique.
Cela permet à chaque adversaire de projeter autre chose sur lui. De la Paz y voit un moyen de financer ou d'alimenter son pouvoir. L'Outfit voit un marché. Phineas Paul y voit une acquisition qui peut rejoindre son univers de possessions rares. Zen y voit une ressource détournable vers une lutte. Parker y voit un coup et une occasion de régler plusieurs comptes. Le film ne développe pas longuement l'histoire de l'épave, et ce n'est peut-être pas son sujet. Ce qui compte, c'est que l'objet devient un miroir. Il révèle la taille de l'appétit de chacun. Mais ce miroir a une particularité. Personne ne peut vraiment le garder sans déclencher une catastrophe. Cette impossibilité fait penser à une version criminelle de ces récits où un objet trop précieux détruit tous ceux qui l'approchent. La figure de proue n'est pas maudite au sens fantastique. Les personnages la rendent dangereuse par leur propre avidité. Le film insiste ainsi sur une évidence souvent oubliée dans les histoires de vol. La richesse ne résout pas forcément les conflits, elle les concentre. Plus l'objet promet de liberté, plus il attire ceux qui souhaitent contrôler la liberté des autres. La décision finale de le détruire peut alors se lire comme un refus très concret de laisser cette logique continuer. Ce n'est pas anodin. Le film oppose sans cesse la propriété et l'accès. Les riches possèdent les bâtiments, les systèmes de sécurité et le droit apparent de collectionner. Les criminels connaissent les couloirs, les angles morts et les fausses identités. Les mercenaires possèdent la force, mais pas toujours la légitimité. Les personnages ne se demandent presque jamais qui devrait avoir le trésor selon une règle éthique parfaite. Ils se demandent qui peut le prendre, qui peut le défendre et qui survivra après. Cette absence de réponse confortable est typique du noir. La justice institutionnelle reste hors champ ou arrive trop tard. Les individus improvisent leur propre justice avec les outils dont ils disposent. Le théâtre de Grofield ajoute une autre idée, plus légère mais très présente. Dans Play Dirty, tout le monde joue. Parker joue l'employé, Zen joue l'allié, les membres de la mafia jouent les professionnels sûrs d'eux, et Phineas joue le collectionneur respectable. Les costumes et les identités empruntées ne sont pas seulement des accessoires d'infiltration. Ils rappellent que le pouvoir est souvent une performance. Un homme devient menaçant parce que les autres acceptent de croire à son autorité. Un milliardaire paraît intouchable parce que les systèmes sont construits pour lui ouvrir les portes. Un voleur passe inaperçu parce qu'il sait occuper le rôle attendu. Grofield est peut-être celui qui comprend le mieux cette mécanique, parce qu'il en a fait un métier visible. Cette idée de performance rend le récit presque satirique par instants. Le train de déchets qui transporte quelque chose de très précieux est un bon exemple. La ville jette d'un côté ce qu'elle ne veut pas voir, tout en cachant de l'autre ce que des gens puissants seraient prêts à tuer pour obtenir. Le contraste est drôle, mais il est aussi révélateur. Les objets n'ont pas une valeur naturelle, ils ont la valeur que les institutions, les marchés et les récits leur attribuent. Une relique devient 1 milliard de dollars parce qu'un réseau entier accepte ce chiffre. À côté, une vie humaine peut être sacrifiée en quelques secondes dès qu'elle gêne le plan. Le film ne le dit pas dans un discours, mais son intrigue le montre clairement. Il y a également une critique implicite de la grandeur. Chaque fois que quelqu'un veut un coup plus grand, le coût humain augmente. Le premier braquage paraît déjà dangereux, puis l'affaire s'étend à des forces qui dépassent Parker. La mafia veut contrôler un transport monumental. Le président veut s'approprier un symbole national. Le milliardaire veut ajouter une pièce exceptionnelle à son domaine. Cette course à l'ampleur ressemble à une logique de pouvoir. Posséder plus, sécuriser plus, montrer plus, dominer plus. Parker n'est pas innocent de cette logique, car lui aussi accepte de viser un coût énorme. Mais son geste final coupe court à l'accumulation. Il ne devient pas vertueux, il refuse simplement de laisser les autres gagner. La violence, elle, n'est jamais vraiment romantique. Play Dirty peut être drôle, énergique et très inventif, mais il rappelle régulièrement que le monde de Parker produit des morts, des blessés et des veuves. Cette présence du coup distingue le film d'une fantaisie de cambriolage, parfaitement lisse. Quand Parker applique sa règle, il fait souffrir des gens. Quand Zen applique la sienne, elle fait souffrir des gens. Quand les puissants appliquent la leur, ils délèguent la souffrance à d'autres. Le film ne traite pas toujours chaque conséquence avec la même profondeur, mais il refuse au moins de faire croire que le danger n'est qu'un feu d'artifice.
La vengeance de Parker a un prix et la victoire politique de Zen ne rend pas ce prix invisible. Alors, que faut-il penser du dernier choix de Parker? Il est cohérent avec l'homme que le film a construit, mais il est difficile à recevoir. C'est précisément ce qui lui donne une force tragique. Parker est capable d'honorer une dette, de partager un butin et de travailler avec quelqu'un qui poursuit un objectif plus grand que lui. Pourtant, il ne peut pas franchir le seuil du pardon. Son code est solide, mais il est aussi une prison. Il ne lui permet pas de voir que Zen a changé de place dans son histoire ou que sa propre survie a dépendu d'elle. Il voit la trahison d'origine comme une dette qui ne se prescrit jamais. Sa dernière décision lui rend sa cohérence et lui retire toute possibilité de paix. Voilà peut-être la lecture la plus sombre de Play Dirty. La loyauté peut être belle quand elle protège les autres, mais elle devient destructive lorsqu'elle refuse toute nuance. Le film ne transforme pas Parker en monstre sans âme, car il montre ses gestes de fidélité. Il ne le transforme pas non plus en héros réconcilié, car il lui laisse sa part la plus dure. Entre ces deux pôles, le spectateur est libre de choisir sa distance. Peut-on encore respecter un homme qui tient toutes ses promesses sauf celle d'épargner? Peut-on admirer l'efficacité d'un code qui ne sait jamais quand s'arrêter? Ce sont des questions plus intéressantes que le simple calcul du butin. Et si l'on revient à l'idée de départ, jouer sale ne désigne peut-être pas seulement la méthode des méchants. Tous les personnages jouent sale, chacun à sa manière. Les autorités cachent leurs intérêts, les riches cachent leurs fins, les criminels cachent leurs plans, et les alliés cachent ce qu'ils sont prêts à sacrifier. Parker a l'avantage de ne pas prétendre être autre chose qu'un voleur. C'est peut-être sa forme de franchise. Mais cette franchise ne suffit pas à le sauver de lui-même. Elle rend simplement sa trajectoire plus nette. Après cette lecture du fond, il reste à regarder comment le public a reçu ce mélange de polar noir, de grande action et d'ironie. Car un film peut avoir de bonnes idées, et pourtant ne pas convaincre tous ceux qui le lancent sur leur écran. Play Dirty n'a pas provoqué un accord critique. Et, pour un film de Shane Black porté par Mark Wahlberg et un personnage aussi célèbre que Parker, cette division est presque aussi intéressante que le film lui-même. Au moment de la vérification des données, Rotten Tomatoes affiche 43% d'avis favorables sur 63 critiques, avec un score public de 42% sur plus de 500 évaluations. Metacritic affiche 46 sur 100 à partir de 15 critiques, dans la catégorie des réactions mitigées ou moyennes. Ces chiffres ne sont pas des verdicts éternels, ils peuvent évoluer avec de nouveaux avis. Ils donnent toutefois une image assez nette. Le film n'a pas été rejeté unanimement, mais il n'a pas non plus retrouvé le consensus enthousiaste associé aux meilleurs titres de son réalisateur. La synthèse des critiques américaines est assez révélatrice. Beaucoup reconnaissent le plaisir de retrouver Shane Black dans le territoire du thriller criminel à réplique et du casse à complications. Plusieurs saluent le rythme, le mélange d'humour et d'action, ainsi que l'énergie d'une distribution qui sait jouer les situations absurdes. Mais les réserves reviennent souvent. Scénario trop chargé, enjeux qui se brouillent en cours de route, effets visuels jugés inégaux et un Parker qui ne possède pas toujours la singularité ou le magnétisme attendu. Cette coexistence de compliments et de reproches est logique. Play Dirty contient vraiment une ambition de divertissement généreux. Mais cette ambition l'entraîne parfois vers plus de détours qu'il n'en peut porter. Il faut éviter de simplifier le débat en disant que les critiques ont détesté le film. Ce serait faux. Certaines l'ont trouvé vif, amusant et suffisamment généreux pour passer un bon moment. Sur Metacritic, par exemple, les avis positifs ont relevé le plaisir assumé du mélange entre action, comédie et casse, tout en reconnaissant son caractère très extravagant. Ce type de réaction est précieux, parce qu'il nomme exactement le contrat proposé par le film. Play Dirty ne demande pas à être regardé comme un drame réaliste sur le crime. Il propose un monde de professionnels, de gadgets, de coups tordus et de retournements où le spectateur accepte d'être bousculé par la mécanique. Les avis moins enthousiastes formulent, eux aussi, une critique précise. Pour certains, le film n'atteint pas la finesse de Kiss Kiss Bang Bang ou de The Nice Guys. Ils regrettent que le dialogue ne trouve pas toujours son étincelle habituelle, que le récit change d'objectif avant d'avoir tiré toute la tension du précédent ou que certaines grandes scènes d'action perdent leur poids sous la couche numérique.
D'autres estiment que Wahlberg est mal assorti à un personnage qui demanderait davantage d'ironie, de cruauté silencieuse ou d'ambiguïté. Ce ne sont pas des objections superficielles. Elles touchent au cœur du pari. Peut-on rendre Parker plus accessible sans le rendre trop ordinaire? En France, Allociné indiquait au moment de la vérification une note spectateur de 2,6 sur 5, calculée à partir de 509 notes et 57 critiques. Là encore, le résultat dit moins mauvais film que expérience qui partage. Dans les commentaires favorables, on retrouve l'appréciation du rythme, de l'humour, de l'action et de l'idée d'un polar de braquage sans temps mort. Les commentaires plus froids évoquent un scénario encombré ou un manque de profondeur. C'est une réception intéressante pour le public francophone, car le film est arrivé directement à domicile. Chacun a pu le regarder dans des conditions très différentes. Grand écran, ordinateur, soirée légère ou curiosité de cinéphiles déjà habitués aux précédentes incarnations de Parker. Cette différence de contexte compte énormément. Lorsqu'un film sort en salle, l'expérience est encadrée par une durée choisie, un son puissant, une obscurité et l'impression d'un rendez-vous. Sur une plateforme, le film doit conquérir l'attention dès qu'il apparaît entre des dizaines de titres. Il peut être interrompu, regardé en 2 fois, découvert après avoir lu des avis très contradictoires. Les scènes de vitesse et de mouvement n'ont pas forcément le même effet sur un téléviseur modeste que dans une salle équipée. À l'inverse, une comédie de caractère ou un dialogue bien placé peut sembler plus proche, plus facile à apprécier chez soi. Play Dirty est donc aussi un cas d'école sur la façon dont le mode de diffusion modifie la réception. La page Prime Video francophone affichait une note globale de 3, 2 sur 5 à partir de 244 avis mondiaux lors de cette même vérification. Ce chiffre doit être lu avec prudence. Les systèmes de notes ne reposent ni sur le même public ni sur la même méthode. Il serait absurde de les additionner pour créer une moyenne imaginaire. Ce qu'ils montrent ensemble, en revanche, est assez cohérent. Le film trouve des spectateurs qui y voient un plaisir de genre honnête et d'autres qui le trouvent trop encombré. Il n'y a rien de choquant à cela. Le cinéma de casse supporte très bien les réactions opposées, parce que chacun ne cherche pas la même chose. Certains veulent la précision, d'autres la folie, d'autres encore l'alchimie des personnages. Maintenant, parlons des chiffres qu'on ne peut pas donner. Play Dirty est arrivé directement en streaming sur Prime Video le 1er octobre 2025. Il n'a donc pas connu la sortie française en salle qui permettrait de citer des entrées CNC, ni un parcours mondial au box-office comparable à un blockbuster traditionnel. Il existe des classements de plateformes et des impressions de visibilité, mais Amazon ne publie pas de données aussi détaillées que le nombre de tickets vendus pour chaque territoire. Toute affirmation sur une recette mondiale précise serait donc inventée. C'est une limite, pas un défaut de recherche. Dans l'économie du streaming, la réussite peut dépendre de l'acquisition d'abonnés, du temps de visionnage, de la place dans le catalogue ou de la capacité à retenir une audience, des éléments qui restent largement privés. Ce modèle explique peut-être pourquoi le film a choisi une proposition si dense. Un titre de plateforme doit parfois être identifiable en quelques secondes. Mark Wahlberg, Shane Black, Parker, Mafia, gros casse. Ces éléments forment une promesse facile à comprendre depuis une vignette. Une fois lancé, le film veut donner le sentiment qu'il y a toujours un nouveau niveau. Un train, un trésor, une fausse piste, un milliardaire, une poursuite. Pour une partie du public, cette générosité est la raison même de regarder. Pour une autre, c'est précisément ce qui dilue l'attention. Le film cherche à ne jamais ralentir, mais la vitesse ne remplace pas toujours la clarté. La comparaison avec les films précédents de Shane Black est inévitable, et elle a pesé sur les critiques. Kiss Kiss Bang Bang et The Nice Guys sont devenus, pour beaucoup, des références de polar comique moderne. Des intrigues compliquées mais tenues par des duos très précis, des dialogues qui surprennent et une vraie mélancolie sous les blagues. Play Dirty partage le goût des situations explosives, mais son héros est moins bavard et son intrigue plus internationale. Il ne cherche pas exactement la même musique. Le problème, c'est que le nom de Shane Black appelle naturellement la comparaison. À chaque moment où la comédie fait mouche, on se dit qu'il retrouve sa voix. À chaque moment où l'action prend le dessus, on se demande si cette voix n'est pas noyée par l'ambition du projet. La réception de Mark Wahlberg suit une tension similaire.
Les spectateurs qui apprécient son énergie directe peuvent trouver qu'il convient bien à un Parker pragmatique, à un homme qui n'a pas besoin d'ajouter une couche de mystère à chaque phrase. Ceux qui attendaient une incarnation plus étrange ou plus mordante peuvent le considérer comme trop familier. Aucun de ces regards ne doit être traité comme une erreur. Une adaptation de Parker met toujours en jeu une question de projection. Le personnage porte dans la tête des lecteurs une silhouette presque impossible à fixer. Chaque acteur révèle une facette et en laisse d'autres de côté. Wahlberg ne joue pas le Parker de tout le monde. Il joue le Parker que ce film a décidé de construire. Il existe aussi un plaisir moins mesurable, celui de voir un film tenter une identité de genre franchement assumée, à une époque où beaucoup de gros titres veulent être à la fois très sombres, très sérieux et très universels. Play Dirty accepte l'exagération. Il accepte qu'un braquage devienne compliqué, qu'une équipe ne fonctionne pas comme une famille idéale et qu'un personnage puisse faire une blague dans un moment catastrophique. Cette signature ne convainc pas tout le monde, mais elle donne au film une couleur. Un spectateur peut sortir frustré par le désordre tout en se souvenant d'une idée de train ou d'un échange décalé. C'est souvent le signe d'un film imparfait mais vivant. Pour juger équitablement Play Dirty, il faut donc renoncer à une réponse binaire. Ce n'est ni le retour triomphal que certains espéraient de Shane Black au sommet du polar, ni un objet sans personnalité. C'est un thriller de plateforme ambitieux, imparfait, doté d'un vrai goût pour le jeu criminel et d'une difficulté à contenir tout ce qu'il veut raconter. Si vous cherchez une mécanique de braquage aussi précise qu'une montre suisse, vous pourrez trouver le scénario trop dispersé. Si vous cherchez un film d'action de 2 heures qui ose les détours, les personnages secondaires et l'absurde, vous aurez davantage de raisons d'entrer dans le jeu. Et cette nuance prépare la dernière étape. Regardez la place que Play Dirty peut prendre dans la longue histoire de Parker à l'écran. La meilleure façon de situer Play Dirty n'est sans doute pas de le déclarer meilleur ou pire que toutes les versions de Parker. Cette compétition est tentante, mais elle oublie que chaque adaptation a été faite à une époque et pour un ton différent. Point Blank transformait la matière de Richard Stark en objet très stylisé, presque halluciné. Payback jouait une brutalité plus sèche et plus sombre. Le Parker de Jason Statham se rapprochait d'un héros d'action contemporain. Play Dirty prend une autre route. Il garde le nom, le code et la dureté du voleur, mais l'insère dans une aventure chorale, spectaculaire et plus ouvertement ironique. C'est moins une version définitive qu'une conversation avec un personnage qui n'a jamais cessé de changer à l'écran. Cette souplesse fait partie de l'histoire de Parker. Le personnage a traversé les décennies parce qu'il n'est pas attaché à une époque précise. Son métier évolue, les villes changent, les technologies se modernisent, mais son principe demeure étonnamment simple. Il est professionnel, il veut la part convenue, il ne pardonne pas facilement. Il avance dans des systèmes où chaque règle est écrite par quelqu'un qui veut garder le pouvoir. Cette structure peut accueillir un film très dépouillé ou, comme ici, une machinerie beaucoup plus large. La question n'est pas de savoir si Play Dirty respecte chaque détail imaginable des romans. La question est de savoir s'il conserve assez de tension autour du code de Parker pour que son nom ait encore un poids. Sur ce point, le film a une réponse claire, même si elle ne séduira pas tout le monde. Son Parker n'est pas un fantôme ni une énigme inaccessible. Il est plus lisible. On comprend vite sa colère, ses priorités et sa manière de commander. Cette lisibilité facilite l'entrée pour un spectateur qui ne connaît ni Donald Westlake ni Richard Stark. On peut lancer le film sans préparer une liste de lecture. On suit une vengeance, une équipe, un grand coup et une série de complications. Pour certains lecteurs fidèles, cette accessibilité peut paraître comme une dilution. Pour d'autres, elle est la condition nécessaire pour faire vivre Parker dans un film de plateforme conçu pour une audience très large. Là où Play Dirty se distingue le plus, c'est peut-être dans son désir d'embrasser plusieurs échelles à la fois. Le film commence avec une perte intime. Il élargit ensuite le conflit vers une organisation criminelle, un pouvoir politique fictif et une richesse sans limite. Ce mouvement donne au récit une ampleur rare pour une simple histoire de récupération de butin. Il rappelle que le crime de rue, la corruption d'État et l'accumulation privée sont pas toujours des mondes séparés. Ils peuvent utiliser les mêmes circuits, les mêmes hommes de main
et les mêmes objets comme monnaie de pouvoir. Même si le scénario ne développe pas toutes ses pistes avec la même précision, il mérite qu'on le reconnaisse. Il veut que son casse dise quelque chose de plus vaste qu'un coffre bien percé. Le revers de cette ambition, vous le connaissez maintenant. Le film est parfois tenté d'ajouter une complication là où une pause aurait permis à une relation ou à un enjeu de prendre davantage de force. On peut imaginer une version plus courte, plus concentrée sur Parker, Zen et Grofield, qui laisserait la mafia et le trésor servir de cadre plutôt que de labyrinthe. On peut aussi imaginer l'inverse, une série qui développerait chaque faction sur plusieurs épisodes. Play Dirty reste un long métrage, avec une durée d'un peu plus de 2 heures, et il veut faire tenir tout cela dans une seule course. Cette densité crée son énergie et ses faiblesses. Ce n'est pas une erreur à ignorer, c'est sa nature. Alors, pour qui ce film fonctionne-t-il le mieux? D'abord pour les spectateurs qui aiment le genre du casse même lorsqu'il devient un peu excessif. Si vous appréciez de regarder une équipe préparer une opération, se déguiser, se tromper, improviser et recommencer, vous trouverez de quoi vous nourrir. Ensuite, pour les amateurs de Shane Black, qui acceptent que ce titre ne reproduise pas exactement l'équilibre de ses films les plus aimés. On y retrouve son goût des alliances maladroites, des situations trop grandes et de l'humour qui s'invite là où il ne devrait pas. Enfin, il peut plaire à ceux qui aiment voir des acteurs de registres différents se croiser dans un film de genre sans prétention de prestige. Il convient moins à ceux qui recherchent un polar rigoureux, très réaliste, où chaque décision produit une conséquence calculée avec une précision clinique. Le film demande une certaine indulgence envers ses excès. Il faut accepter que des plans deviennent énormes, que des personnes survivent à des situations très agitées et que les changements de ton puissent surprendre. Il convient aussi de prévenir les spectateurs sensibles à la violence. Même avec son côté aventure et ses touches de comédie, Play Dirty reste un thriller criminel classé pour adultes aux États-Unis. La violence n'est pas décrite avec complaisance dans cette narration, mais elle fait partie intégrante de ce que le film montre et de ce qui motive Parker. Si vous hésitez à le lancer, une bonne méthode consiste à ajuster l'attente. N'y allez pas chercher la reconstitution parfaite du roman noir le plus austère. N'y allez pas non plus chercher un casse léger où tout le monde sort indemne avec un clin d'œil. Regardez-le comme un mélange volontairement instable. Un personnage dur venu de Richard Stark, le savoir-faire de spectacle d'Amazon MGM, le style de Shane Black et une diffusion pensée pour le salon. Cette attente permet de voir ce que le film réussit. Il sait présenter une aventure lisible, lancer des idées de genre mémorables et donner à son équipe une énergie qui empêche le récit de devenir complètement mécanique. Son héritage culturel ne sera probablement pas celui d'un film qui change le cinéma français ou américain. Ce serait une promesse disproportionnée. Il peut, en revanche, occuper une place plus modeste et plus intéressante, celle d'une tentative contemporaine de remettre Parker au centre sans le réduire à une nostalgie. Le film montre qu'il est encore possible de prendre un héros de pulp, de le confronter aux logiques du streaming, aux grandes équipes et aux enjeux internationaux, puis d'en tirer un spectacle qui possède une identité. Que cette identité vous séduise ou non, elle existe. Dans un paysage où tant de thrillers d'action se ressemblent, c'est déjà quelque chose. Il y a un autre plaisir, plus discret, à retenir. Play Dirty encourage à retourner vers les autres vies de Parker. Après l'avoir vu, on peut découvrir les romans de Richard Stark, revoir Point Blank, revisiter Payback ou comparer les différents visages que le cinéma a donnés au même type d'homme. Cette circulation est précieuse. Elle rappelle qu'un personnage populaire n'est pas une statue. Il est une série de propositions. Chaque adaptation révèle une époque, un acteur et un rapport différent à la violence, au professionnalisme et au pouvoir. Le film de 2025 ne ferme pas cette histoire. Il ajoute une version plus massive, plus colorée, plus discutée. Au fond, le titre Play Dirty résume peut-être l'expérience mieux que n'importe quelle note. Le film joue sale dans tous les sens du terme. Il refuse la pureté morale, il mélange les genres, il désobéit parfois à la simplicité que son héros semblait exiger. Il peut être trop bruyant, trop chargé, trop pressé. Mais il ne joue pas petit. Il propose un voleur qui ne sait pas pardonner, une alliée qui ne peut pas être réduite à un seul rôle, une équipe qui tient par des fils et un trésor qui ne rend personne meilleur. C'est un cocktail instable.
Parfois, il déborde. Parfois, il trouve exactement le goût du polar populaire. Si vous l'avez vu, la question la plus intéressante n'est pas seulement « Est-ce que vous avez aimé ?» C'est « Quel élément vous est resté ?» Le calme de Parker, l'énergie de Grofield, la trajectoire de Zen, le train de déchets, le plaisir de revoir Shane Black dans un récit criminel, ou, au contraire, la sensation que le film voulait raconter trop de choses à la fois. Ces réponses peuvent être très différentes et toutes défendables. C'est le signe d'une œuvre qui ne laisse pas son spectateur totalement indifférent. Pour ma part, je retiens surtout ce paradoxe. Parker gagne quand il cesse de vouloir posséder l'objet qui a détruit tant de vies, mais il perd dès qu'il s'accroche à une vengeance qu'il ne sait pas dépasser. Voilà ce qui rend la dernière partie de Play Dirty plus sombre qu'elle n'en a l'air. Le film offre le mouvement, le bruit et les faux semblants d'un grand casse. Sous cette surface, il laisse un homme repartir avec son code intact et sa paix impossible. Et c'est une image qui convient très bien à Parker. Il ne sort pas vraiment du jeu. Il repart simplement vers la prochaine table, en sachant que les règles seront encore truquées.